Bonjour, vous regardez France 24, bienvenue, et c'est l'heure de l'entretien. L'homme qui se joint à nous aujourd'hui depuis Tunis est le président de l'Assemblée nationale constituante tunisienne. Autant dire que Moustapha Ben Jaafar a du pain sur la planche. Modeler les contours d'une démocratie naissante inédite, permettre l'exercice des libertés publiques et des opinions sans pour autant ouvrir la porte à ceux qui voudraient dévoyer ces libertés conquises de haute lutte. La tâche est ardue, d'autant que les élections récentes ont offert aux islamistes d'Ennahda un succès incontestable et confortable. Ce n'est pas forcément la tasse de thé de Moustapha Ben Jaafar, mais il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et c'est tout naturellement qu'on a envie de lui poser la première question suivante. Monsieur Ben Jaafar, comment se passe la cohabitation entre laïcs et islamistes au sein de votre assemblée ? Elle se passe bien, même si, pour vous dire vrai, le terme laïque n'est pas un terme très très adapté à la culture tunisienne. Mais toujours est-il que, en tout cas, les différentes familles politiques de sensibilités différentes, parfois opposées, arrivent à cohabiter et nous avons pu, en très très peu de temps, en moins de 2 mois, nous accorder sur la loi organisant les pouvoirs publics. Nous avons pu élire un chef de l'État, nous avons accordé la confiance à un nouveau gouvernement et adopté une loi des finances. C'est vous dire que cela va vite et bien, avec pas mal de soubresauts de temps en temps, mais oui. Au final, le résultat est très bon. Est-ce que vous considérez que cette assemblée constituante est en quelque sorte, avec sa composition, c'est-à-dire à la fois des islamistes et d'autres, donc des centristes ou les laïcs, entre guillemets, est-ce que vous considérez que cette assemblée est un rempart éventuel contre un islamisme radical ? Moi, j'en suis convaincu, mais vous savez, en politique, il arrive qu'on fasse des paris. De toutes les manières, au départ, il faut quand même admettre qu'il s'agit là de la volonté populaire. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale constituante, ils sont par la volonté du peuple et à travers des urnes que tout le monde maintenant considère comme transparentes, démocratiques, avec dans le cadre d'élections presque exemplaires. Donc il faut s'y faire, il faut admettre que ceux qui sont là, ils sont d'une manière tout à fait légitime, qu'on ne peut pas remettre en question. Maintenant, à nous de cohabiter, à nous de nous entendre, à nous d'arriver au consensus recherché. Alors, même si vous n'aimez pas le terme de laïcité, quel est l'avenir de la laïcité en Tunisie, puisqu'on a rebattu les oreilles des Tunisiens pendant des décennies de ce concept qui peut être attrayant et attractif, mais qui peut être aussi lassant aujourd'hui et pas attractif précisément. Non, nous considérons que de toutes les manières, la modernité, c'est la séparation entre le religieux et le politique. Même le mouvement Ennahda admet qu'il faut aller dans cette direction. Nous avons testé à plusieurs reprises, et même dans le cadre de dialogue dans le comité très connu du 18 octobre, nous avons testé cette volonté. Au niveau des déclarations de principe, elle est présente. Maintenant, Ennahda va être testé sur du concret. Et l'élaboration de la Constitution sera un test final, à mon avis, et déterminant. Nous pensons que ce pari sera gagné, parce que nous avons confiance dans la capacité d'ouverture et la volonté de dialogue des uns et des autres, mais l'avenir, c'est-à-dire dans 1 an, nous en saurons davantage. Pour le moment, il s'agit de gérer une situation très difficile, et là, il y a effectivement conjugaison de tous les efforts pour gérer cette phase difficile avec les défis du chômage, de la pauvreté, de la disparité entre les régions, et au finish, le peuple tunisien nous attend là. Est-ce que, justement, vous parliez de difficultés, il y a, dit-on, des zones, certaines régions du pays, notamment au nord, où on accuse des salafistes de semer la terreur. Comment expliquer, dans ce cas-là, la carence, la défaillance, le manque d'État ?
Vous savez, l'équipe actuelle est arrivée au gouvernement depuis à peine 2 ou 3 semaines. Et il faudrait peut-être poser la question à ceux qui étaient avant nous, qui ont pris les commandes pendant 1 an. Toujours est-il que tout le monde, je pense, est conscient de la gravité de la situation. Le gouvernement actuel est appelé à prendre des décisions énergiques d'abord et à lancer des signaux forts pour dire non à l'extrémisme, non à la violence et oui, et combien de fois oui, à l'état de droit et au respect de la loi. Alors c'est des choses que tout le monde attend et de notre côté, nous allons être à l'Assemblée nationale constituante particulièrement vigilants sur cette question-là. Alors précisément, vous, M. Benjafar, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. En janvier 2011, vous avez été capable de démissionner d'un gouvernement parce qu'il y avait des membres de l'ancien régime qui y figuraient. Que faudrait-il aujourd'hui pour vous révulser? Je crois que j'ai bien fait. Oui, très bien. Et que faudrait-il aujourd'hui pour vous révulser au point que vous quittiez l'Assemblée constituante? Je ne quitterai pas l'Assemblée constituante parce que le peuple m'a élu pour y être, mais je peux sortir d'une coalition le jour où je serai convaincu qu'elle ne va pas dans la bonne direction, que la question de la cogestion de cette période difficile n'obéit pas à des règles de partage des pouvoirs, et le jour où je sentirai l'absence de détermination et de volonté politique pour aller dans le sens du respect des objectifs de la révolution, de la démocratisation de la vie politique, du respect des libertés, alors ce jour-là, je ferai entendre ma voix. Comment garantir constitutionnellement la justice sociale? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, finalement, de marquer dans le marbre la justice sociale. Oui, c'est-à-dire qu'il faut absolument aller dans cette direction et affirmer ce principe comme un principe fondamental. Maintenant, la concrétisation d'un tel objectif, tout le monde sait de toutes les manières que ça ne se fera pas en 1 an, compte tenu de l'énormité du volume des attentes qui se sont accumulées pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais en tant qu'objectif, il est bon de l'affirmer dans la Constitution. Nous verrons exactement quelle est la formulation. Et je pense que nous devons à notre révolution, qui s'est déclenchée justement sur fond de questions d'injustice sociale, nous devons à cette révolution de répondre de la manière la plus claire à cette attente-là. Monsieur Benjafar, dans un pays comme le vôtre qui sort de la dictature, il y a souvent un travail de mémoire. Un examen de conscience individuel et collectif à effectuer, et je crois que vous militez en ce sens. Est-ce que vous sentez le peuple tunisien mûr pour cette épreuve? Oui, absolument. De toutes les manières, il faut que justice soit faite d'abord. Il faut que les familles des martyrs fassent leur deuil et tournent carrément la page. Pour cela, il faut poursuivre les coupables. Une fois que cela fait, je suis persuadé que le peuple tunisien est mu par cette volonté de pardonner et de tourner la page définitivement et de regarder vers l'avenir. Ça, j'en suis convaincu, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller dans la transparence, de faire la justice et ensuite, nous verrons bien, nous nous occuperons volontiers, avec le maximum de détermination, des véritables défis auxquels la Tunisie est confrontée. Et ces défis sont trop importants pour qu'on s'occupe d'autre chose et qu'on reste à ressasser notre passé. Il faut faire face à la question du chômage, à la disparité entre les régions. Il faut rendre le sentiment de citoyenneté à tous les Tunisiens dans le respect de leur dignité. Mais malgré tout, tous les Tunisiens ont soif de justice aussi. Alors comment bâtit-on une justice, même si elle est transitoire, même si elle est provisoire? Il faut la bâtir dans le cadre de l'état de droit, il faut que cela se fasse dans la transparence, il faut aussi éliminer et écarter tout esprit de vengeance, et tout cela peut se faire dans le dialogue et la compréhension. Nous en sommes persuadés. C'est vrai que la douleur est profonde aujourd'hui auprès d'un certain nombre de familles, de martyrs, de familles de blessés, mais je suis sûr qu'on peut très très facilement tourner la page si on pratique le langage de la vérité. Ma dernière question portera sur le chômage dont vous avez parlé.
À combien l'évaluez-vous aujourd'hui au sein de la société tunisienne et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans votre domaine pour l'endiguer ou le combattre? On parle à peu près de près de 800 000 chômeurs actuellement. Peut-être qu'ils sont un peu plus nombreux. On verra dans les statistiques et les études plus approfondies. Pour y faire face, il n'y a pas de miracle. Il faut absolument que l'État mobilise tous ses moyens et toutes ses compétences pour investir notamment dans les régions qui ont été abandonnées au cours des dernières années, mais il faut avant tout créer un climat de confiance auprès des entrepreneurs nationaux locaux et des entrepreneurs des pays étrangers amis qui ont marqué d'une manière très claire leur sympathie à cette révolution et qui sont appelés réellement à aller encore plus loin, à encourager leurs touristes à revenir en Tunisie. Il faut absolument assurer sécurité et stabilité pour redonner confiance au monde de l'entrepreneuriat afin que la dynamique économique redémarre. Merci Monsieur Benjafar, merci de cet entretien que vous nous avez accordé donc depuis Tunis. Quant à vous, téléspectateurs de France 24, eh bien vous le savez, la chaîne est en français, en arabe, en anglais, 24 heures sur 24. Vous n'avez aucune raison d'aller voir ailleurs. Merci infiniment de votre attention.